Bonsoir, bonsoir, bienvenue à cet espace de psychanalyse pour tous. Donc nous sommes le 5 décembre, nous sommes arrivés au 5 décembre, dernier mois de l'année 2023. Vous allez bien? Alors, aujourd'hui donc, pour continuer, c'est bonsoir Khadija, Marie-Laure bonsoir, et Bidovic, bonsoir. Vous allez bien? Lucie, bonsoir. Alors aujourd'hui, on s'est proposé de parler de la douleur. Pascal, bonsoir. Fernande, bonsoir. Fetty. Patricia. Brahim, bonsoir. Alors Fabienne, bonsoir. Marlène, bonsoir. Sophie, donc bienvenue à toutes. Annie, Ellie, bonsoir Nidal. Bienvenue à toutes et à tous. Nathalie, retour de Madagascar. Quelle chance, il y en a qui voyagent. Martine. Et Angela, bonsoir. Elisabeth, Sandra, Rekia, bonsoir. Donc vous savez que cette vidéo, Elisabeth, oui, que cette vidéo, vous pouvez la partager sur vos réseaux pour que nous soyons plus nombreux à pouvoir avoir accès à ces informations sur les apports de la Cécile, bonsoir. Guy, bonsoir, sur les apports de la psychanalyse. Donc comment la psychanalyse, par exemple, puisque c'est le sujet qui nous intéresse ce soir, comment la psychanalyse pense la douleur. Olivier, bonsoir. Ella, bonsoir. Puisque Céline, bonsoir. La douleur, c'est bien évidemment un élément qui fait partie de notre vie. Et encore une fois, nous allons parler de quelque chose, Damienne, bonsoir, Jelena, bonsoir, de quelque chose qui nous touche tous. Hein, puisque rien de l'humain ne nous est étranger. Jelena, bonsoir. Donc la douleur, encore moins. Alors, j'espère que ici, ça fonctionne. Oui, ça fonctionne, c'est ça. Donc tout d'un coup, Carlos, bonsoir. Voilà, alors quand on parle de la douleur, bien évidemment, Sandrine, bonsoir. Quand on parle de la douleur, il y a douleur physique et douleur psychique. Sandrine. Donc, et effectivement, fata. Mais en psychanalyse, ce qu'on a déjà eu l'occasion de souligner, qui est très important, c'est que le physique et le psychisme se donnent la main, on va dire, hein, que ce n'est pas quelque chose qui est séparé, c'est-à-dire que nous vivons avec un corps, nous vivons avec un physique et nous vivons avec un psychisme. Donc, Janaïna, bonsoir. Donc, qui se donnent la main, qui s'accompagnent et qui vont s'accompagner toute notre vie. Donc, Lila, bonsoir. Donc, quand on va parler de la douleur, bien évidemment, le premier point important qu'on pourrait souligner, au-delà du fait que ce soit physique ou psychique, parce que des fois c'est une douleur physique qui va avoir des répercussions sur le psychique, et d'autres fois c'est une douleur psychique qui va avoir des répercussions sur le physique. Donc, obligatoirement, quand on parle, le premier point, je dirais, qui est le plus important de souligner, c'est que la douleur est quelque chose de tout à fait subjectif. C'est-à-dire que ce n'est pas du symptôme douleur dont nous allons nous occuper, mais sinon que nous allons nous occuper du sujet qui a mal. Par exemple, Céline dit qu'elle a mal partout. Non? Donc vous voyez, il y a une phrase différente. C'est-à-dire que chaque personne va parler de sa douleur d'une manière particulière, quel que soit ce qui provoque cette douleur. Parce que bien évidemment, la douleur peut venir de différentes situations.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de douleur toute seule, sinon qu'il y a un sujet qui a mal. Mokrand, bonsoir. Et de la même façon qu'il n'y a pas un rêve où on va dire si tu rêves de ça, ça veut dire ça, sinon que à chaque fois, c'est ce que le sujet va dire de son rêve, c'est ce que le sujet va dire de sa douleur, et à partir de là, nous pourrons essayer de voir de quoi il s'agit. C'est-à-dire que, bien évidemment, comme nous sommes tous différents, là, nous allons tous parler d'une douleur et de notre douleur d'une manière particulière. Nathalie, bonsoir. Et donc c'est pour ça qu'on va dire que la douleur, Sarah, bonsoir, la douleur, en fait, c'est ce que le patient dit de sa douleur. C'est ce que le patient va dire de pourquoi il a mal et ce que ça représente pour lui, cette douleur. Que c'est quelque chose qui est tout à fait particulier. Même les professionnels qui vont dire oui, si vous avez telle chose, la douleur va être ceci, la douleur va être cela, ce sont des généralisations qui peuvent ne rien avoir avec le sujet, qui est avec le discours du sujet. Et en psychanalyse, bien évidemment, ce qui va nous intéresser, Sonia, bonsoir, ce qui va nous intéresser en psychanalyse, c'est d'écouter pour voir comment le patient parle de sa douleur. Et que, Régina, bonsoir, quand on va faire référence à cette douleur ou à un patient qui souffre, puisque la douleur n'existe pas, la douleur est-elle héréditaire? Alors on va dire peut-être que notre relation avec la douleur, non, mais qu'est-ce qui va être héréditaire chez l'être humain? En psychanalyse, non, ce qui est héréditaire, c'est-à-dire ce qui est vraiment héréditaire en psychanalyse, c'est le langage. Puisqu'en fait, nous allons hériter, non, Féti dit, la douleur psychique ou morale est plus intense que la douleur physique. Vous voyez, ça c'est une phrase de Féti, mais tout le monde ne va pas dire la même chose. Elodie, bonsoir. Rose Rouge, bonsoir. Donc c'est pour ça que l'implication du sujet et sa relation particulière avec la douleur va... est-ce que la douleur psychique peut devenir physique? Oui, Sonia. Et inversement. Doc, bonsoir. C'est-à-dire que le sujet, quand il est impliqué dans une douleur, on va dire que ça va dépendre de sa structure psychique et spécialement de ses processus inconscients. On hérite du langage, Céline. On hérite du langage, puisque quand on arrive dans le monde, nous arrivons dans un monde d'êtres humains et la particularité des êtres humains, c'est qu'ils parlent. Nabila, oui. Bienvenue. Alors on va dire que un premier point aussi qui est important quand on fait référence à la douleur, c'est-à-dire que la douleur, elle a une fonction. La douleur, elle a une fonction pour le sujet, c'est-à-dire que ça peut être la douleur, normalement, elle a une fonction de protection. C'est-à-dire que si je rapproche ma main d'une flamme, la douleur va me signaler, c'est un signal que là je peux me brûler. Dalal, bonsoir. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a toute une fonction selon la médecine chinoise, chaque organe a un rôle psychique qui est en lien avec son rôle physique. Donc, on va voir que la douleur, non, ce n'est pas quelque chose qui est négatif à 100%, Mostafa, bonsoir, sinon que c'est quelque chose qui a un rôle de protection, qui va venir nous prévenir. C'est-à-dire que c'est une alarme, la douleur. C'est une alarme pour dire, bon, comme on a mal à l'estomac, comme on a mal au foie, comme on a mal aux dents, ce sont des alarmes qui viennent dire, ah, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, et donc d'un côté il y a ça, et de l'autre côté il y a ce qu'on appelle la douleur aiguë. Simon, bonsoir. Donc la douleur aiguë, c'est quelque chose qui est en relation en général, donc avec une affection physique. La douleur aiguë est en relation avec une lésion, un symptôme particulier, la perte chère d'un être. Effectivement, c'est quelque chose qui est douloureux. Est-ce qu'en agissant sur le psychisme, on peut modifier l'intensité ressentie de la douleur, Corinne? C'est une réaction préventive et protectrice. La douleur physique est une somatisation de la douleur psychique. Alors, j'aime bien vos réponses à toutes les questions. Véronique, bonsoir.
Donc on va voir que nous, on va pas s'occuper ici spécialement aux douleurs aiguës qui sont en relation donc avec une maladie organique particulière. Myriam, bonsoir. Ella, bonsoir. Et Manel, bonsoir. Sinon, on va s'occuper plutôt de ce qu'on appelle les douleurs chroniques. Alors les douleurs chroniques, ça ne veut pas dire qu'elles sont tout le temps là, mais par exemple, il y a des gens qui ont des tendances à avoir des maux de tête. Il y a des gens qui ont des tendances à avoir des maux d'estomac, ou qu'il y a des zones, Poisson Bleu, bonsoir, Virginie, bonsoir, des zones, on va dire, Amila, bonsoir, Nadine, bonsoir, donc des zones érogènes, et chez chacun de nous, nous avons ces zones érogènes particulières, où on a tendance à retrouver cette douleur, où régulièrement, on voit que on a mal au dos, où régulièrement on a mal, et puis chacun a ses douleurs, on va dire, selon ces zones érogènes. Et donc c'est pour ça qu'on va s'occuper principalement de ce qu'on appelle la douleur chronique. Hein, la douleur chronique, comment découvre-t-on que la maladie concerne l'âme et non le corps? Ça c'est une question intéressante, c'est une question intéressante. Ben, disons que, on va dire que dans tous les cas, l'âme, comme vous dites, est impliquée. Mais que si il y a une lésion dans le corps, si le corps a mal, ben, il faut aller chez le docteur. Hein, évidemment, on ne peut pas, on doit s'occuper de cette partie biologique qui nous appartient et que ça fait partie, s'occuper, Stéphanie, bonsoir, s'occuper de cette partie biologique qui nous appartient, ça fait partie de quelque chose de l'âme. C'est une décision, on va dire, de l'âme qui dit va t'occuper de cette douleur physique. Est-ce que douleur chronique en relation avec les maladies psychosomatiques? Pas obligatoirement, parce que la maladie psychosomatique, en général, il y a une lésion. Non, dans la maladie psychosomatique, il y a une lésion. J'ai l'impression de perdre en énergie quand j'ai mal. Effectivement, ça c'est vrai, Céline. En général, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on va perdre en énergie. Pourquoi? Parce que notre énergie, elle va s'occuper, c'est de ça dont on va parler un petit peu aujourd'hui aussi, c'est que notre énergie, elle va s'occuper de la douleur, elle va s'occuper de l'endroit où nous avons mal. Donc, quand on parle, l'angoisse aussi est une douleur, effectivement, fait-il. Donc, c'est-à-dire que quand on va parler de cette douleur chronique, on va faire référence, on va voir que là, il ne s'agit pas d'une fonction protectrice, que dans la douleur chronique, il n'y a pas de fonction protectrice. Sinon que directement, quand on parle de douleur chronique, on fait référence à une maladie en elle-même. C'est-à-dire que là, il y a une maladie. La maladie, c'est la douleur, directement. D'accord? C'est-à-dire que c'est la douleur, la maladie. Donc la douleur chronique, c'est une douleur qui persiste, non, pour quelques mois, non, par exemple, ou qui revient régulièrement. Alors qui peut être qui peut venir d'une lésion a priori, mais qui après ne disparaît pas avec la guérison de la lésion. Ça aussi, ce sont des choses particulières de l'être humain, c'est-à-dire qu'on a guéri l'ulcère, mais pourtant la douleur persiste. Et donc il y a des douleurs qui vont continuer, donc qui peuvent continuer, se prolonger après la lésion et même en absence de lésion. Qu'est-ce que vous dites de la fibromyalgie? Donc ce que je dis, c'est que toutes les maladies, d'accord, il y a une participation du psychisme dans la maladie, puisqu'il y a l'implication du sujet. Non? Donc il y a une participation. Et après, la psychanalyse, elle va étudier bien évidemment certaines lésions, on va dire, ou certaines maladies en pensant à sa structure de façon, la structure psychique qui va soutenir cette maladie, non, on va dire, qui va participer, qu'elle est là, mais là, si la lésion existe, il faut aller chez le docteur, je répète. Donc, alors on va voir que la douleur chronique, en général, justement, la douleur chronique, sa particularité, c'est qu'elle est souvent réfractaire à de multiples traitements. Et elle est associée à de nombreux symptômes psychologiques. C'est-à-dire qu'on peut parler de douleur, comme vous faisiez référence avant, à la dépression, à l'anxiété, à l'angoisse, à la peur, aux insomnies, aux troubles du comportement, non, et notamment dans les relations sociales. Rappelez-vous que Freud il disait que
nous souffrons, que l'être humain souffre principalement par 3 chemins différents. Il souffre premièrement parce que il n'est pas on va dire parce qu'il va comment on va dire il va souffrir de cette situation de mortel et qu'il n'est pas le centre de l'univers. Hein. On dit que la fibromyalgie concerne 3% de la population. J'ai du mal à y croire. Alors, tout dépend de la manière de diagnostiquer. Non, parce que tout va dépendre, ce pourcentage dépend de comment on diagnostique une fibromyalgie. Donc, quand on parlait des 3 voies non, qui vont toucher, donc il y a la maladie, bien évidemment, qui est en relation avec notre mortalité, parce que on est malade ou on peut être malade. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres mortels, des êtres fragiles. Non, donc de temps en temps, on tombe malade parce que notre organisme, de temps en temps, on va dire, il glisse, pour le dire. Dans les soins pour un pied diabétique, tous les jours, pour quelques cas, devient une douleur psychique avant qu'une douleur physique, par exemple, Nabila. Donc, je disais que les 3 voies par lesquelles nous allons souffrir, donc, et Freud, il va insister sur le fait que ce qui nous fait le plus souffrir, qui est très certainement le plus douloureux chez l'être humain, ce sont ses relations sociales. C'est là où il va y avoir, donc c'est pour ça qu'on parle des troubles du comportement, c'est-à-dire en relation avec les autres. Mais, et ce qui aussi, la psychanalyse s'est rendu compte, et pas simplement la psychanalyse, la médecine aussi, et les grands-mères aussi, avec leurs remèdes, c'est-à-dire qu'on a très régulièrement observé que la douleur physique peut considérablement se réduire par une distraction. Comme on fait par exemple avec les enfants. Quand ils ont mal quelque part, on essaye de les distraire avec autre chose pour qu'ils se détachent un peu de leur douleur. Ce qui nous amène à penser, bien évidemment, que toute douleur, quelle que soit la base organique qu'elle semble avoir, a un composant psychique. Pourquoi les relations sociales posent problème? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, vous savez répondre toute seule. Donc, ici, nous parlons de la douleur, de la douleur physique. Donc, ce qu'on vient de considérer, c'est-à-dire que quand on a une douleur de dents, par exemple, très très forte, on a énormément de difficultés à pouvoir se laisser distraire. Mais si on arrive à se laisser distraire, la douleur de dents ne prend plus autant d'importance que quand toute notre attention, quand toute notre énergie est placée dans la dent, par exemple. Alors, ce qu'on a vu aussi, ce qu'on a pu observer aussi, c'est qu'en fait, la douleur, en fait, le fait d'avoir mal, ça nous éloigne de tous ces rêves idéalistes que nous pouvons avoir, ça nous éloigne de nos relations amoureuses. Freud dit que quand on a mal, on cesse d'aimer, on n'est plus capable d'aimer quand on a mal, c'est-à-dire que c'est la douleur, qui gagne. C'est-à-dire que tout ce qui nous intéresse dans la vie, la douleur physique est localisée dans le lieu du corps qui permettrait l'accomplissement d'un désir chez l'hystérique. Alors, oui, mais ça, c'est quelque chose de particulier, non? C'est la douleur de la conversion chez l'hystérique, c'est-à-dire qu'il va y avoir une manifestation, mais là-dedans, comme c'est joli, effectivement. Donc, je disais que avec la douleur nous éloigne de tout ce qui nous intéresse dans la vie. Ça, c'est une particularité aussi qui va nous montrer comment, si on parle du psychisme ou on parle de l'âme, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui participe d'une certaine manière. C'est-à-dire que si on est passionné par les mouvements de la bourse, si on a mal quelque part, les mouvements de la bourse ne nous intéressent plus, ni les impôts, ni la table de multiplication. C'est-à-dire que on se désintéresse, Touria, bonsoir, on s'intéresse de toutes les choses, non? Et donc c'est-à-dire que tout ce qui nous attirait, tout d'un coup perd son attrait. C'est-à-dire que c'est annulé, directement annulé. C'est-à-dire que nous avions une relation passionnée avec telle ou telle ou personne ou élément ou chose, et puis la douleur coupe toutes ces relations. Vous voyez, ça a un certain pouvoir.
Et c'est pour ça qu'on va voir, par exemple, quand on fait référence à ce mal de dents, par exemple, on va dire que toute notre énergie est placée dans de ce mal de dents. Alors attendez, hop, Magali, bonsoir. Les impôts enlèvent la douleur, Magali. Donc, alors, je continue un petit peu. Alors, ce qu'il y a de particulier aussi avec la douleur, non, c'est que on va toujours la considérer comme, même si on ne sait pas d'où elle vient, même si on ne sait pas pourquoi on a mal, s'il y a une douleur, il y a une douleur et on doit s'en occuper. On ne peut pas passer outre. Ou alors si on passe outre, c'est parce qu'il y a un composant, parce que dans la douleur, on va voir qu'il y a toujours un composant, la douleur du sujet plutôt que l'âme. La douleur du sujet plutôt que l'âme. Je n'ai pas compris. La douleur de l'âme comme une dépression profonde. Alors, on va voir que la douleur est toujours à considérer. Hein. Après, il y a des gens où on va avoir une certaine satisfaction avec la douleur, une certaine satisfaction masochiste. Donc, c'est-à-dire que même si on a mal, non, c'est-à-dire qu'il va y avoir la douleur est parfois bénéfique, même si elle n'est pas bienvenue, car elle nous montre l'origine du mal, contrairement à un cancer vicieux, par exemple, qui ne se manifeste pas autant voulu. Ça veut dire quoi, avoir mal à l'âme? Sonia, non, on va parler des douleurs, les angoisses par exemple, non, on va parler des douleurs psychiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lésion dans le corps, il n'y a pas de réaction dans le corps. On dit que la dépression par exemple, c'est une des maladies les plus douloureuses, et pourtant, il n'y a pas d'affection, ou il n'y a pas obligatoirement d'affection au niveau du corps. Donc, la douleur, comme disait Reda, il soulignait le fait que la douleur est protectrice, c'est-à-dire c'est un signal d'alarme qui vient dire il y a quelque chose qui se passe. Donc dans tous les cas, elle doit être considérée, parce que dans tous les cas, elle vient nous dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Alors, où elle vient nous souligner? Parce que quand on parle de masochisme, c'est intéressant parce que, rappelez-vous que nous sommes des êtres divisés, c'est-à-dire que même si on a mal dans notre conscience, même si on a des difficultés pour marcher, ou qu'on vient de perdre quelqu'un qu'on aimait beaucoup et que ça fait très mal, mais d'un autre côté, il y a une satisfaction masochiste, c'est-à-dire que dans l'autre côté, dans l'autre partie de notre appareil, on va dire, il y a une satisfaction, c'est-à-dire qu'il y a la satisfaction de la pulsion. La pulsion, c'est notre énergie psychique qui est tout le temps en mouvement et qui a besoin de toujours être en mouvement et qui peut trouver une satisfaction, cette pulsion, dans la douleur, dans la souffrance, dans le masochisme. D'accord? Donc ça, c'est à prendre en considération, surtout dans les douleurs chroniques, où il va régulièrement avoir un certain pourcentage, on va dire, de masochisme dans la douleur chronique. Donc, par exemple, il y a des gens qui préfèrent ils ont mal à la tête, mais ils préfèrent ne pas prendre de médicaments. Non, je n'aime pas les médicaments, et ils continuent à avoir mal, et ils vont continuer à se plaindre de la douleur, par exemple. Donc on voit que là, il y a pourquoi je dois continuer à souffrir pour ne pas prendre un petit médicament. C'est vrai que les médicaments, ça ne convient pas d'en prendre tous les jours, mais une voie de décharge de la pulsion dans le masochisme. Mais c'est pas qu'il y a une voie de décharge, c'est-à-dire qu'il y a une satisfaction, non? Il y a non, chez les masochistes, c'est pas obligatoirement des névrosés. Non, c'est-à-dire que le masochisme, c'est un composant qui appartient à tout le monde, de la même façon que le sadisme, ce sont des composants qui appartiennent à tout le monde, et que nous pouvons, d'une manière ou d'une autre, de temps en temps avoir, alors quand ça s'étale, quand ça devient quelque chose qui se perpétue, là on voit qu'il y a des gens qui se sont assis et qui se sont accrochés à la douleur. Donc on voit que là il y a un pourcentage de masochisme où on pourrait aller voir pourquoi tant de masochisme, qu'est-ce qui est en jeu dans ce masochisme. D'accord? Donc là, mais là, on s'éloigne. Je veux dire, parce que là, qu'est-ce qui est en jeu dans ce masochisme? Donc on peut dire une culpabilité, que par culpabilité, je vais supporter comme une punition la douleur
hein, à laquelle je fais face. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un composant de culpabilité dans la douleur qui se maintient, qui ne disparaît pas. Parce que si j'ai mal à la tête, je prends un petit médicament et le mal de tête s'efface. Bon, bah, c'est tout, ça fait partie de la vie. Si j'ai mal un petit peu à la gorge, donc ça fait partie des choses. Claudette, bonsoir. Hakim, bonsoir. Donc, ce qu'on disait, c'est que dans la maladie organique, ce qui va être intéressant de voir, c'est que tout l'intérêt du sujet, dans la maladie organique, la libido, non, cette énergie, cette pulsion, cette partie de la pulsion, va s'installer dans le moi. C'est-à-dire que quand on disait qu'il n'y a plus rien qui va m'intéresser de l'extérieur, c'est-à-dire que toute mon énergie qui normalement s'intéresse à beaucoup de choses dans la réalité sociale, ben tout ça va revenir sur le moi. La douleur est un signal d'alarme de quelque chose qui ne va pas. Exactement. Mais pas obligatoirement de quelque chose qui ne va pas, sinon c'est quelque chose qui parle. Hein? Parce que penser qu'on ne devrait jamais avoir mal, c'est pas possible. Non? Que la douleur, elle peut, ce qui est pas normal, c'est quand elle s'installe. Quand elle s'installe de façon constante, où là on dit, là il y a quelque chose, non? Mais bon, de tous les cas, de toute façon, il faut voir de qui il s'agit, de comment le sujet en parle, et ce qui lui arrive, et comment il le vit. Hein? Parce que le plus important, c'est comment le sujet va en parler et comment il le vit. Donc, ce que je disais, c'est que quand il y a une maladie organique où toute la libido donc est retournée sur le moi, c'est-à-dire que quand on parle de la libido, il y a une libido du moi. Donc la libido du moi, c'est celle qui est, il y a toujours une petite dose de libido du moi qui est en nous, et une libido d'objet, c'est-à-dire celle on va utiliser pour être en relation avec les autres. Mais quand on a mal quelque part, quand il y a une douleur organique, on va dire toute la libido, donc quand on parlait du mal de dents, non, retirée de l'extérieur et s'installe dans le moi. C'est-à-dire que le monde extérieur, pratiquement, il n'existe plus. Non, vous vous rappelez, il y a des gens, quand ils ont des migraines atroces, ils ne peuvent voir personne, le monde extérieur fermait tout, on ne supporte plus le monde extérieur et que toute la libido revient sur le moi. Pouvez-vous expliquer le rôle du moi vis-à-vis de la douleur chronique? Donc, la libido devient complètement narcissique. Non? Mais on va dire que c'est quelque chose qui est nécessaire aussi pour la guérison. C'est-à-dire que cette libido, elle est retenue dans l'organe malade. Alors, l'observation clinique, elle a vu qu'une distraction peut réduire la perception de la douleur, non? Donc, c'est-à-dire que la distraction, c'est une mobilisation de la libido. Et ce qu'on va dire, on va finir par dire, c'est que en fait, c'est peut-être aussi un mode d'attirance et d'intéressement vers soi, tel le malade imaginaire de Molière ou nos grands-mères. Donc il va y avoir et toute cette libido donc qui va être intéressante. Oui, mais le malade imaginaire il était hypocondriaque, non? C'est-à-dire qu'hypocondriaque c'est la même chose. Donc c'est toute cette libido qui est sur le moi et qui s'observe constamment. Mais ce qu'on va voir, c'est que ce que Freud il a découvert, c'est que la douleur vient du fait que quand la libido devient immobile, quand la libido s'installe dans le moi et qu'elle a des difficultés à bouger. C'est pour ça que quand on va réussir, même si on a mal à la tête, et que tout d'un coup on arrive à se distraire de quelque chose, tout d'un coup la douleur diminue. Pourquoi? Parce qu'il y a mobilité de la libido. D'accord? C'est-à-dire que ce qui va faire très mal, et dans la dépression, il se passe la même chose. C'est-à-dire que toute la libido se retrouve dans le moi. Non? Et donc là, c'est ça aussi qui va causer cette douleur. Non? Et après, il y a une autre chose, quand on parlait justement des névrosés, c'est-à-dire qu'on peut avoir mal aux dents, non? Et qu'il peut y avoir un élément psychique qui intervient, un élément de la névrose, c'est-à-dire un élément masochiste par exemple qui va intervenir, et c'est-à-dire qui ne produit pas la douleur, mais qui va l'utiliser et qui va l'augmenter, par exemple. Non, ça c'est ce qui peut arriver, on va dire, ça c'est ce qui peut arriver par l'intervention de la névrose, par l'intervention
de ces mécanismes psychiques, de cette satisfaction de la pulsion. Est-ce que le symptôme hystérique, en outre la douleur, est en rapport avec la libido refoulée? Oui. La somatisation. Donc, la somatisation. Donc, quand on parle, par exemple, pour essayer de revenir sur la première expérience de douleur. La première expérience de douleur. Alors, Freud, il nous rappelle, il nous dit que notre appareil psychique, il est régi par le principe de plaisir. C'est-à-dire que dans notre appareil, le travail qui va essayer de se faire à chaque fois, c'est d'obtenir, non, d'arriver, de mettre en marche, on va dire, ce principe de plaisir, pour que ce soit le principe de plaisir qui gagne toutes les opérations. Alors on rappelle que le principe de plaisir, c'est la diminution de la tension. D'accord ? C'est-à-dire qu'il y a plaisir quand il y a diminution de la tension. Et à chaque fois qu'il y a une augmentation de la tension, il faut voir qu'est-ce que je fais avec cette énergie qui augmente. Il faut qu'elle puisse décharger quelque part, elle puisse s'exprimer quelque part, d'où l'importance de pouvoir parler. Et donc, pour pouvoir décharger cette tension. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui augmente la tension est ressenti dans l'appareil comme quelque chose de désagréable. Et toute diminution de la tension dans l'appareil est ressentie comme un plaisir. Peut-être que le suicide peut être une satisfaction masochiste. Non, le suicide n'est pas une satisfaction masochiste. Donc, Nadia, bonsoir. Non, parce que quand on meurt, il n'y a plus de satisfaction. On est mort. Donc, il n'y a pas de satisfaction. Donc, le suicide, c'est autre chose. Et donc, c'est-à-dire que dans des conditions normales, toute augmentation de la tension, de grande intensité, par exemple, peut dépasser les seuils de la douleur. C'est-à-dire peut provoquer de la douleur au lieu du déplaisir. Une grande augmentation de la tension dans l'appareil peut provoquer de la douleur. Et donc, c'est-à-dire que la douleur peut être produite dans notre organisme pour une forte augmentation de la tension dans l'appareil, et qui va provoquer bien évidemment, ou qui peut provoquer une tendance à la décharge, qui peut être des cris, les cris de douleur, les mouvements du corps qui essayent de se débattre pour essayer d'éliminer cette douleur, par exemple. Et ensuite, il y a des traces mnésiques de notre expérience, surtout de ces premières années, de la formation de cet appareil, ou alors il va y avoir une trace mnésique de l'objet qui produit la douleur qui est enregistrée, c'est-à-dire comme un souvenir. Quelle est la différence entre somatisation et conversion? La somatisation, c'est le résultat de la conversion, non? Si on parle, je ne sais pas de quelle somatisation vous parlez, quand on parle de conversion, on parle de conversion hystérique. C'est-à-dire quelque chose qui n'a pas pu être toléré par le sujet va se déplacer sur une partie du corps. Et en général, ce n'est pas en relation avec, on va dire, une lésion habituelle de l'hystérique. Donc, tout déplaisir, ça aussi c'est important, tout déplaisir n'est pas douleur. Il existe d'autres affects déplaisants, comme l'angoisse, la peur et même la honte, par exemple. Wafa bonsoir. Wafa bonsoir et Soumania bonsoir. Et d'accord. Donc on disait que la douleur psychique est liée ou à une perte ou à l'immobilité de la libido. À une perte de la libido qui est partie avec quelqu'un. Non, c'est-à-dire qu'il y a une perte de la libido, non, qui n'est pas partie avec quelqu'un, non, à l'immobilité de la libido, comme on disait auparavant. Mohamed, merci à vous. Donc, il y a l'angoisse, la culpabilité, la douleur, qui peuvent être considérés comme des signaux d'alarme. C'est-à-dire que l'angoisse vient nous dire que, non, l'angoisse est un signal d'alarme aussi. Non, on va dire, et Najet, bonsoir. La douleur, par exemple, comme signal d'un état d'une maladie, nous pouvons dire que la douleur, c'est le signal prototypique de la représentation de notre corps. C'est-à-dire que même parfois,
veut dire la douleur chronique neuropathique et centralisée selon les psychanalystes. Je ne comprends pas. Le deuil provoque une forte douleur. Oui, Fabienne. Donc, mais provoque une forte douleur parce que la libido s'est immobilisée. Hein? Quand on dit que c'est le moment où en fait on a récupéré toute la libido qui était mise dans l'objet aimé et qu'on vient de perdre, et toute la douleur s'est remise dans le sujet, et là, elle est bloquée en fait, parce que elle n'a pas recommencé un nouveau mouvement. C'est pour ça qu'on va dire que une personne saine, c'est une personne qui a la capacité de substituer, qui peut remobiliser sa libido vers un nouvel objet. La pélepsie est exemple de défense extérieure du corps. Donc, on disait que sentir son corps, que des fois, non, et on va sentir, on va avoir mal, et que avoir mal, c'est comme une manière de pouvoir sentir son corps. Vous voyez que l'être humain, il a ses particularités. Quelle différence faites-vous entre douleur et souffrance? C'est vous plutôt qui devriez me dire. Quel est le rôle de la mise en scène et de la théâtralisation dans ces conversions hystériques? Mais ça, c'est le sujet de l'hystérie. Méziane, Anne, bonsoir. Brahim, je pense qu'il y a 3 types de douleurs chroniques. Le mélancolique a une immobilité de la libido ou investit toute sa libido dans la douleur psychique. Donc, toute sa libido est dans le moi, non dans la mélancolie. C'est comme le deuil pathologique, c'est pas l'explication du processus de deuil. Donc je disais que parfois, c'est intéressant de voir que le sujet a mal et que c'est une manière de sentir son corps. Et ça veut dire quoi, sentir son corps? Ça veut dire sentir qu'il est vivant. Donc vous voyez qu'à chaque fois, on doit écouter comment la personne va parler de sa douleur. Parce qu'elle peut être déterminée quand on parle de la douleur, la souffrance. Non, des fois, c'est quelque chose qui est nécessaire. Que cette douleur, elle a une fonction pour chacun d'entre nous, ou en relation avec la culpabilité, ou en relation avec la dépression, ou en relation, c'est-à-dire qu'elle est là, elle n'est pas là par hasard. Elle participe et elle montre un petit peu au sujet ce qui lui arrive. Non? Donc, comme on disait, le but de la pulsion n'est autre que la satisfaction. C'est pour ça qu'il y a toujours jouissance dans le mouvement de la pulsion. Automutilation, douleur psychique pour sentir son corps et sentir qu'il est vivant. Daisy, bonsoir. Bonjour, formation médicale. Donc on va dire que cette pulsion, cette énergie psychique, va toujours arriver à une satisfaction. C'est-à-dire qu'il y a une satisfaction dans le mouvement, même si le sujet souffre en apparence. C'est pour ça qu'on va pouvoir parler d'une jouissance masochiste et non d'une absence de jouissance. C'est-à-dire que même avec la douleur, le sujet va continuer à jouir. Lorsqu'on a une douleur, on la met dans la libido dans le surmoi. Non, c'est pas que lorsqu'on a une douleur, non, on a l'impression qu'il s'agit de la soupe. Non, Annie. C'est-à-dire qu'il y a des mécanismes inconscients où il y a la libido qui va se retrouver dans le moi, pas dans le surmoi, sinon dans le moi, qui va revenir dans le moi. On va dire la libido, quand on a mal. Quand on a mal, on s'éloigne du monde extérieur. La douleur a toujours une fonction. Quand les personnes se victimisent avec une jouissance masochiste, elle permet de narcissiser le moi. C'est pas qu'elle permet de narcissiser le moi. Non? En plus, pourquoi vous associez le masochisme avec le narcissisme? Non? Je ne sais pas si c'est la même chose. La douleur peut amener au suicide. Ce sont 2 choses différentes. Non? Bien différentes. Bien différentes. Il y a peut-être des gens qui en arrivent à se suicider, en exprimant une grande douleur, mais que ce n'est pas la douleur qui pousse au suicide. D'accord? C'est autre chose. La personne qui en arrive à se suicider, ce n'est pas par la douleur. Donc on disait que dans le masochisme, par exemple, la douleur et le déplaisir peuvent cesser d'être un signal d'alarme. D'accord? C'est-à-dire qu'on peut avoir mal et ce n'est plus un signal d'alarme, ce n'est plus le signal que quelque chose ne va pas, puisqu'il y a une satisfaction dans le masochisme. Et qu'est-ce qui se passe? Le principe de plaisir est paralysé.
le principe de plaisir, normalement, qui est le gardien de la vie, ben, en fait, avec le masochisme, il en arrive à paralyser le principe de plaisir. Hein. Et en fait, on va parler de l'excitation sexuelle. Alors, on ne parle pas de l'excitation génitale ou pas uniquement, sinon qu'on va parler de l'excitation sexuelle, c'est-à-dire l'augmentation de la tension, l'augmentation de cette énergie, hein, qui va passer par toute une série de processus internes, non, et dès que leur intensité dépasse certaines limites quantitatives. La douleur a une réaction néfaste sur le psychisme. Pourquoi? Non, sur le sujet. La douleur a une relation néfaste pour le sujet, mais pas pour le psychisme. Le psychisme, il a pas mal. Le psychisme, c'est un mécanisme. Non, l'appareil psychique, c'est une machine. Donc la machine, elle fonctionne. Et la machine, en plus, elle s'en fout si le sujet, il a mal ou il a pas mal. Celui qui s'en fout pas, c'est le sujet. La souffrance psychique et ses représentations morbides pourraient pousser le passage à l'acte du suicide. Non, le suicide vient pas de ça, Olivier. Non, non, le suicide, c'est pas la souffrance, ni les représentations morbides qui poussent, non, le passage à l'acte au suicide. Vous n'avez pas lu Deuil et mélancolie, Olivier. Freud, il explique bien le processus du suicide, là. Hein, que c'est pas la douleur, sinon il y aurait encore plus de suicides. Donc on va dire, mais et parce que en fait on va voir que la perte de libido pousse au suicide. La perte de libido pousse au suicide. Non. Alors, je ne sais pas pourquoi vous parlez du suicide là aujourd'hui, hein. La douleur n'est pas en relation avec le suicide. Ce sont deux choses complètement différentes. D'accord? Alors peut-être que celui qui en arrive à se suicider, comment dans les névroses actuelles, comme dans les névroses actuelles chez Freud, va falloir faire une vidéo sur le suicide. C'est déjà fait, Roland, c'est déjà fait. Donc, je disais que l'excitation, quand on parle de cette augmentation de la tension, en fait, c'est une excitation sexuelle. Et c'est pour ça qu'on va parler que tout dépend on parle de quantité en psychanalyse. Désespoir, non pas non plus, Paola. Bon d'accord, je referai, on termine l'année par une vidéo sur le suicide, avec le livre chronique beaucoup de suicides. Alors, nous on parle de la douleur, d'accord? Et la douleur n'est pas collée au suicide, non? Il y a beaucoup de gens qui souffrent et qui ne vont jamais se suicider, d'accord? La douleur entraîne des conversions hystériques. Vous avez une manière de penser bizarre, parce que c'est l'inverse. C'est la conversion hystérique qui peut produire de la douleur, c'est pas l'inverse. Non, on ouvre le champagne, très bien, Céline, effectivement. Donc, je disais que cette excitation, l'augmentation de cette tension, non, en fait, c'est comme à l'éveil, il y a des gens qui deviennent fous à cause de la douleur. Bah oui, des fois, on peut devenir fou à cause de la douleur, ça c'est possible. C'est-à-dire qu'il y a une excitation, on va parler, et une excitation libidinale dans la tension qui va provoquer la douleur. Bien sûr qu'on peut guérir de l'hystérie, pas exactement guérir, on peut guérir des conversions du mécanisme de l'utilisation qu'on va faire de ce mécanisme et de l'hystérie. Est-ce qu'on est tous égaux face à la douleur? Si c'est non, est-ce qu'on peut l'apprivoiser? Ben non, puisqu'on va tous avoir mal de façon différente. Non, c'est quelque chose de tout à fait particulier, la douleur. C'est quelque chose de tout à fait subjectif, que chacun a des degrés de tolérance à la douleur différents, va parler de la douleur d'une façon différente, donc c'est tout à fait quelque chose de particulier. Donc moi, je parlais de cette excitation dans la tension qui correspond à la douleur ou au déplaisir, qui serait un mécanisme physiologique infantile qui disparaîtrait par la suite. C'est-à-dire qu'il y a, selon la constitution sexuelle du sujet, elle consisterait, en tout cas la base sur laquelle le masochisme érogène pourrait surgir plus tard en tant que superstructure psychique. Donc, parce que moi je pense que ce qui est plus proche que le suicide, plus proche de la douleur, c'est le masochisme. Le masochisme, c'est quelque chose qui va être très proche de la douleur. Alors,
toutes les douleurs ne sont pas en relation avec le masochisme, mais très souvent, il y a un composant de masochisme qui va participer, non, et qui va faire qu'on ne va pas suivre le traitement que le médecin nous a indiqué qu'il fallait suivre pour éliminer la douleur ou pour guérir. Non, sinon que, ben non, on fait notre petite sauce à nous-mêmes et on dit non, je vais faire comme moi je préfère. Sabrina, bonsoir, par exemple, non? Donc, notre système psychique est régi par deux pulsions. D'accord, Cécile. Donc, par deux pulsions, la pulsion de vie et la pulsion de mort. La pulsion de vie tend à l'union et la pulsion de mort tend à la séparation. C'est pour ça que ces deux pulsions, elles vont devoir travailler ensemble pendant toute la vie, pour préserver la vie. C'est-à-dire que une toute seule qui tend à l'union, on étouffe. Et donc, autant la pulsion de vie a besoin de la pulsion de mort, et bien évidemment, la pulsion de mort, elle a besoin de la pulsion de vie, donc pour ne pas tout arrêter, par exemple. C'est-à-dire que c'est quand elles sont dissociées et quand elles agissent de façon séparée qu'elles peuvent conduire à la destruction. Tant, je répète, tant la pulsion de vie que la pulsion de mort. Ce n'est pas que parce que ça s'appelle mort qu'elle est plus destructive. Une fois qu'elle se sépare, non, ça peut provoquer des destructions dans les deux cas. Et donc il existe une pulsion de mort qui fonctionne au sein de l'appareil de la vie. C'est-à-dire que dans la vie, il y a toujours cette pulsion de mort qui est présente. Et on va parler même dont le parallèle biologique serait l'apoptose ou la mort cellulaire programmée. Apprivoiser un animal, je vois, mais la douleur, on peut calmer ou l'éviter. Qu'est-ce qui amène leur séparation? Qu'est-ce qui amène leur séparation? Ça, c'est une bonne question. C'est-à-dire que on va voir qu'il y a de la même façon qu'il existe la mort cellulaire programmée, il y a certaines cellules qui doivent mourir pour la survie de l'organisme tout entier. Et cette composante de la pulsion de mort est ce que nous appelons le masochisme. Est-ce que le clivage sépare les deux pulsions? Quel clivage, Magali? Donc c'est-à-dire qu'il y a le masochisme. Il y a l'agressivité qui va provoquer, on va dire, certaines séparations. Donc le masochisme primaire. Et il y a un autre composant qui est dirigé vers l'extérieur sous forme d'agressivité. C'est-à-dire qu'il y a encore une troisième qui sort du sujet, entoure l'objet et revient au sujet. Et peut lui nuire. C'est ce qu'on appelle le masochisme secondaire. C'est une sorte de sadisme. C'est un sadisme qui se retourne contre le sujet lui-même. C'est-à-dire que très souvent, le masochiste, en fait, c'est un sadique. Au lieu d'être sadique avec quelqu'un de l'extérieur, il est sadique avec lui-même. Et donc, comme il est sadique avec lui-même, il est sadique et il souffre avec des conséquences masochistes. Donc c'est pour ça qu'on va parler de 3 formes de masochisme. Il y a ce qu'on appelle le masochisme moral. Le masochisme moral, on dit que c'est celui qui tend la joue à chaque fois que c'est possible. C'est à chaque fois qu'il y a une place pour recevoir des coups, boum, le masochisme il se retrouve là où on va recevoir des coups. C'est une tendance de certains masochistes. C'est-à-dire s'il y a quelqu'un qui frappe, moi j'y vais pour recevoir les coups. Donc, et que en plus, quelle que soit la personne qui donne les coups, parce qu'il y a des gens qui préfèrent, qui sont un peu masochistes, qui préfèrent que les coups soient donnés, les coups ou les choses désagréables, on va dire, viennent de quelqu'un qui l'aime. Mais il y a d'autres personnes qui tendent la joue, on va dire, à la douleur, qu'elle vienne d'où, quelle que soit la personne qui va donner les coups. Et donc ce masochisme moral est lié au sentiment inconscient de culpabilité.
qui se manifeste par un besoin de punition. D'accord? Donc le sentiment inconscient de culpabilité, on sait qu'il existe uniquement, pourquoi? Parce qu'il y a des répercussions dans la réalité où on voit que le sujet se fait mal. Brahim, est-ce que Clémence, il y a des douleurs psychogènes qui ne sont pas liées avec le physique? Bien sûr. Je crois que vous avez dit ça, non? Qui ne sont pas liées avec le... Oui, bah, par exemple, le masochisme moral. Non? Il y a des gens qui se retrouvent toujours dans des situations pour être maltraités. Alors, pas maltraités physiquement, sinon maltraités moralement. Et en fait, quand on écoute le patient, on peut voir qu'en fait, il se met dans une situation comme ça parce qu'il a besoin d'une punition, il va chercher une punition. La Vénus à la fourrure, excellent film sur le masochisme. Oui, c'est un très bon film. C'est un très bon film, un très bon livre aussi. Non? Donc, mais c'est pas exactement sur le masochisme, non? C'est une représentation du masochisme, on va dire, parce qu'on ne sait pas pourquoi il est si masochiste. Pourquoi lui, il est si masochiste? Ça, on n'en parle pas. Ensuite, il y a un masochisme érogène. C'est-à-dire, c'est le plaisir dans la douleur qui est à la base des deux autres formes. C'est-à-dire, le masochisme érogène est présent à la fois dans le masochisme moral et dans ce qu'on appelle le masochisme féminin. Donc, nous avons le masochisme moral, non, où on a besoin d'une punition par un sentiment de culpabilité inconscient. Ensuite, il y a le masochisme érogène, hein, c'est-à-dire c'est le plaisir dans la douleur qui est à la base du masochisme moral et du masochisme qu'on appelle féminin. Et le masochisme féminin qui est une caractéristique et des hommes aussi, donc c'est pas parce qu'on l'appelle féminin qu'il appartient à la femme, sinon qu'il appartient à la position féminine, c'est une caractéristique des hommes, par exemple, qui fantasment sur le plaisir d'occuper des positions féminines, tels que les rapports sexuels, par exemple, vécus de façon passive, ou qui fantasment de la possibilité d'accoucher, donc d'être dans une position. Ça, c'est ce qu'on appelle le masochisme féminin, c'est-à-dire pas cette position, non, la position, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est caractéristique des femmes, sinon c'est quelque chose qui appartient à tout le monde. Et on va voir comment faire pour s'en sortir de cet enfer. Donc, nous avons la psychanalyse qui est un instrument que l'on peut utiliser. Donc, il y a une jouissance dans le masochisme, la particularité du masochisme, c'est qu'il y a une jouissance. Et parce qu'en fait, on va voir qu'il n'y a pas une jouissance sadique. C'est-à-dire que le sadique jouit en s'identifiant au masochiste. Ça, c'est intéressant. D'accord? C'est-à-dire que c'est le masochiste qui jouit, pas le sadique. On a l'impression que normalement c'est celui qui torture, mais en fait il jouit, le sadique il jouit en s'imaginant à la place du masochiste. Non? Il ne jouit pas d'infliger la douleur, mais jouit de la jouissance du masochiste. Et tout ça, c'est une jouissance, bien évidemment, qui est inconsciente. Est-ce que le sentiment de culpabilité inconscient est lié à des traumatismes? Non, il est lié à une structure. Le sentiment de culpabilité inconscient appartient à tout le monde, Sophie. D'accord? C'est quelque chose qui est constitutif, le sentiment de culpabilité inconscient, qui est constitutif. Après, il y a des gens qui n'ont pas réussi à résoudre, on va dire, non, des passages du développement psychique, et donc qui doivent avoir accès à la possibilité d'avoir une psychanalyse pour pouvoir modifier, non, cette relation avec cette culpabilité qui en fait, parce que c'est, on va dire, le sentiment de culpabilité inconscient, c'est pas lié à des traumatismes parce que c'est le même pour tout le monde. Mais il y a des gens qui ont besoin d'aller à la punition et il y en a d'autres non. Donc c'est pour ça que la psychanalyse est nécessaire pour normaliser, on va dire un petit peu, que le sujet doit apprendre à normaliser sa situation. Quand une douleur morale devient physique. Donc là, il faut aller chez le docteur et chez le psychanalyste, Mohamed. Il faut voir les deux. D'accord? On ne peut pas laisser ça. Donc, dans la douleur chronique, le sujet est parfois réticent à abandonner la douleur en raison de du composant érogène de la satisfaction libidinale. Donc vous voyez, c'est quelque chose, non? C'est-à-dire qu'il est parfois, parce que nous savons dans tous les cas, Freud nous dit, que le sujet a des difficultés à abandonner une situation
psychique où il y a eu satisfaction, où il y a eu jouissance. C'est pour ça que le sujet puisse abandonner sa position de masochiste, ça prend un certain temps. D'accord? Puisqu'il faut qu'il abandonne sa position de masochiste et donc c'est nécessaire d'un travail psychanalytique, on va dire, suivi, hein, régulier, suivi, pour pouvoir, on va dire, découvrir d'autres manières de jouissance. Et qu'elle n'est pas simplement de la jouissance dans la douleur. D'accord? Donc, la douleur a donc un double aspect. On va terminer là-dessus. C'est-à-dire qu'elle va procurer au sujet à la fois jouissance et punition. Hein? Donc, ou tantôt jouissance, ou tantôt punition. Et donc, ce sont deux fonctions psychiques de la douleur qui apparaissent comme des obstacles à la guérison. Puisque la fonction de la punition, elle est d'apaiser la culpabilité. On dit que la culpabilité, c'est le sentiment le plus intolérable pour l'être humain. Donc il a besoin d'une punition. Pourquoi? Pour tranquilliser sa culpabilité. Ça me fait penser aux personnes qui se plaignent tout le temps. Donc, et donc cette situation ne peut pas être abandonnée. Pourquoi? Parce que bon, ça dépend de comment elles se plaignent. Non, parce que là, on parle de la douleur. Il y a des gens qui se plaignent, ils n'ont pas mal. Ils se plaignent de leur insatisfaction. Ils se plaignent que le monde ne fonctionne pas comme ils veulent. Pourquoi? De quoi jouit le sadique en torturant un animal? De quoi jouit le sadique en imaginant la douleur de l'autre? Très intéressant, je vous en prie Valérie. Donc, et donc, le sujet, on va dire, c'est pour ça que ce n'est pas facile, c'est-à-dire qu'il doit apprendre à abandonner, en fait, cette source de satisfaction masochiste. Alors, vous voyez, nous avons un appareil, en fait, qui fonctionne et qui obtient des bénéfices, et l'appareil obtient des bénéfices, mais nous, on souffre. C'est pour ça que nous sommes dans une situation où si nous n'utilisons pas un professionnel extérieur, un psychanalyste, ben on va se retrouver, l'appareil, il va jamais modifier sa manière de fonctionner. L'appareil, il doit modifier sa manière de fonctionner. Il doit y avoir ou de nouveaux éléments qui soient mis en place dans l'appareil ou une nouvelle circulation de l'énergie, parce que sinon, bah, on se retrouve, non? Et comme le sujet abandonne difficilement les positions de sa libido, il y a une résistance à l'abandon de la satisfaction masochiste et de l'abandon de tous les symptômes en général, non? La plus grande jouissance humaine, heureusement, vous savez quelle est? La plus grande jouissance humaine, même si des fois c'est pas facile, c'est parler. Et la jouissance du langage, c'est-à-dire parler et être écouté. C'est une des plus grandes jouissances humaines. C'est-à-dire que parler nous sauve. Et parler dans certaines conditions. D'accord? Pas faire des monologues ou parler à quelqu'un qui va se comparer ou se comparer à l'autre. C'est-à-dire que dans le cadre analytique, où il y a quelqu'un qui nous écoute, on va dire qu'il ne va pas juger ce qu'on va lui présenter, non, et que c'est l'instrument qui est à notre disposition pour transformer et modifier notre manière de jouir psychiquement. D'accord? On ne parle pas de ces modes de jouissance de la conscience. On parle des modes de jouissance de l'appareil psychique. C'est pour ça que la psychanalyse, c'est celle qui va nous offrir une possibilité, la possibilité d'apprendre d'autres modes de jouissance, sans avoir besoin de tomber malade. Voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre participation. Vous savez que vous pouvez partager sur vos réseaux donc cette vidéo et je vous en remercie par avance. D'accord, c'est-à-dire que si nous avons été capables de profiter de cette vidéo, ben pensons qu'il y en a beaucoup d'autres qui vont pouvoir le faire aussi. Donc on continue mardi, que les vacances ne sont pas encore là, donc on continue mardi prochain à la même heure avec une nouvelle vidéo et un nouveau sujet. Bonne continuation et à la prochaine fois. Merci à tous. Au revoir.